Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis ravi de vous accueillir dans cet atelier dont le thème, on va en parler, n'est pas un petit thème pour le coup, mais je suis ravi de vous accueillir, que nos intervenants voilà, que l'on va présenter aient pris le temps, qu'on ait ce temps d'échange partagé l'après-midi, Madame la rectrice, Monsieur le vice-président, Madame la directrice générale, Monsieur le président, collègue chef de service à la DRAF, Sophie Robion. Voilà, on viendra sur les intervenants, mais simplement dire d'ores et déjà que cet atelier n'est pas un atelier descendant, c'est un atelier où on pourrait avoir un établi avec des outils. L'idée, c'est d'avoir un échange. Donc, le principe même, et c'est un principe que vous avez réclamé lorsqu'on a constitué Sopro tous ensemble depuis 12 mois, on vous a demandé qu'est-ce que vous voudriez voir à Sopro. Vous avez demandé notamment à un moment de pouvoir accéder aux personnes dont les fonctions sont de faire évoluer, penser les évolutions en matière d'orientation pour pouvoir échanger avec eux sur l'évolution potentielle de l'orientation et pouvoir avoir un accès direct. Donc c'est l'objectif de cet atelier. Il a été pensé sur la question de comment peut-on penser l'évolution de l'orientation. Alors, pas de manière universelle, mais à l'échelle de notre territoire. Donc l'idée est bien, puisque le salon est constitué simplement de professionnels de l'orientation, qu'à l'échelle de nos pratiques professionnelles, de nos constats, on puisse échanger, notamment dans cet atelier, sur la capacité à faire bouger les lignes, sur des trajectoires qui nous paraissent intéressantes de faire ou pas. Donc nous serons deux dans l'animation, donc Christophe Grosjean, directeur de l'orientation au Conseil régional, et Damien Macassin, qui a la même marinière, qui est dans la salle. Son travail à lui, il a des post-it, il a des micros, il court très vite, il a des rollers. C'est de vous donner la parole, de susciter, pour ceux qui veulent la prendre directement, ou par des post-it, par son intermédiaire, de pouvoir relayer les questions. Donc voilà pour les règles du jeu. Je vais me permettre voilà, de débuter, puisque là je pense que je suis suffisamment temporisé pour les gens qui étaient dans les couloirs, cet atelier. Simplement pour dire peu de choses en ouverture, l'idée n'est pas de faire un pitch au sens traditionnel, et puis les personnes les plus expérimentées, c'est vous dans la salle, et ce sont nos décideurs régionaux donc, et nationaux, mais simplement redire que notre territoire se caractérise par beaucoup de choses très diverses. Le vice-président et la rectrice ce matin ont redit ce qui étaient les caractéristiques de public, pauvreté, enfin, etc. On ne se redit pas ça entre nous, mais nous sommes face, comme le reste du monde, à des transformations fortes, très accélérées. Je ne vais pas non plus les citer entre nous, et on peut se poser la question, effectivement, et c'est ce que vous aviez remonté dans vos 50 contributions pour la préparation de Sopro, en quoi on peut faire bouger les choses. Voilà, c'est vraiment ça, le sujet, l'objectif de fond. Alors, comme le sujet est vaste, nous avons choisi de le serrer en 5 périodes de 10 minutes, 5 thématiques d'entrée, mais c'est de la méthodologie. Donc on peut casser, fracturer toute méthodologie qui ne vaut que d'être un prétexte, il n'y a pas de problème. C'est d'une part d'aborder la question de l'adaptation au monde du travail, à ce qui bouge dans la société. Ce premier thème important, c'est si l'orientation bouge ou a bougé, est-ce que c'est en référence à ces adaptations nécessaires au monde du travail, avec plusieurs réalités. Comment on peut accompagner les jeunes dans un monde beaucoup moins permanent et beaucoup plus traversé de mutations et d'évolutions accélérées. Comment rendre une orientation qui est inclusive, qui permet l'insertion de tous dans l'égalité des chances, ou encore comment on fait dans une vie très longue, un parcours très long de parcours professionnel pour capitaliser aussi cette réorientation et ces acquis de compétences. Ce sera le premier thème, on l'abordera dans quelques secondes. Le second thème sera sur la question omniprésente de toujours développer une orientation qui se voudrait davantage personnalisée, participative, où le sujet est acteur. Enfin, qu'est-ce qui est à faire dans ce domaine-là entre l'évolution de l'aspiration même des jeunes, des générations, qui ne sont pas non plus constants dans les aspirations, mais comment faire aussi de traduire la notion de participatif. C'est quoi participer à son sujet? Est-ce que c'est le libre choix? Enfin, ces questions-là. Donc c'est le second thème. Troisième thème, il est consacré aux technologies, aux nouvelles technologies, celles qui percutent, mais qui reposent des questions peut-être plus anciennes, la place qu'elles doivent prendre. Et puis les deux derniers thèmes sont des thèmes davantage d'ouverture. Celui qui est important, c'est de savoir comment on évalue
ce que l'on fait en orientation et quels impacts ils servent. Finalement, évaluation impact de l'orientation, on a toujours l'impression d'être en échec sans doute sur ce thème de l'orientation. C'est souvent récurrent dans les constats, mais en même temps, la société existe, elle a évolué, elle a produit le monde industriel, donc elle a échoué, mais peut-être pas non plus tant que ça, mais qu'est-ce qu'on veut voir évoluer. Et enfin, le dernier thème, le 5e, sera sur de votre point de vue, les défis futurs ou la manière dont il faut les aborder ou les rendre évidents. Donc voilà sur l'introduction à l'atelier, 5 thèmes, 5 fois 10 minutes en théorie sur le sujet. Et effectivement, avec vos interlocuteurs, un contact assez direct. Alors, sauf à ce qu'il y ait une prise de parole demandée tout de suite. L'idée, c'est d'entrer tout de suite en matière, et c'est le sujet. Donc je vous propose qu'on aborde d'ores et déjà, s'il n'y a pas de remarques particulières de la salle, la question de l'orientation et comment la penser dans son évolution au regard de l'évolution du monde du travail. Quel est, selon vous, dans la salle, les sujets dont il faut que l'on parle, les questions que vous avez posées à nos interlocuteurs en termes d'adaptation de l'orientation à cette évolution du travail. Alors je reprends. Est-ce qu'au fond, ce système qui serait de dire que tout s'accélère, tout change très vite, que les métiers, 80% ne seront plus les mêmes, etc., c'est le sujet central qu'il faut travailler dessus? Est-ce que cette question de l'égalité des chances, etc., de l'ascenseur social, mais aussi de l'idée qu'on se forme très tôt, mais tout au long de la vie, sont des sujets qui doivent nous faire bouger, dans quel sens? Donc voilà, des idées générales, j'en conviens volontiers, mais je vous propose tout de suite d'aborder ensemble, voilà, par vos propres questionnements ou réflexions sur le sujet. Pour vous, comment l'orientation doit peut-être évoluer, être pensée dans ce contexte d'un monde du travail qui bouge selon des règles que nous ne connaissions pas hier et que nous inventons chaque jour. Parole à la salle. Est-ce qu'il y a des premières mains? Voilà, Damien, j'ai lancé le premier. Voilà, une première main se lève, Damien se déplace. Déjà, ça permet de tester le micro pour les techniciens, ça c'est plutôt pas mal. J'ai vu une main se lever, voilà. Je vous donne de suite ça. Merci. Tout à l'heure, j'étais dans un atelier je vous à propose l'étage. de vous présenter quand vous intervenez au début, tout simplement, je vous en prie. Louise Fromard, je suis responsable d'accompagnement pédagogique à l'ONICEP Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. Et donc tout à l'heure, j'étais dans un atelier au premier étage et en introduction, on a eu un petit débat mouvant pour nous mettre en souplesse. La question était, est-ce que les jeunes... Non, ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Les jeunes ne sont plus adaptés à l'entreprise. Du coup, il y a eu très très vite évidemment un débat. Et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas les entreprises qui ne sont pas adaptées aux jeunes, qui voient leur avenir d'une façon totalement différente? C'est-à-dire que, on a eu aussi dans l'exposé aussi ce matin... non, c'était là. Il y a d'un côté, il y a peut-être la position au travail, mais il y a aussi qu'est-ce que je veux faire, comment je veux vivre, où je veux vivre, est-ce que je veux travailler tout de suite, et est-ce que je veux faire de 8h, 17h, enfin voilà. Et donc la question, c'est comment, à travers l'orientation, j'ai pas la réponse, à travers l'orientation, comment on s'adapte à cette transformation des jeunes qui finalement, il faut la prendre comme une richesse. Enfin, à mon avis, il ne faut pas se dire, zut, ils sont plus comme avant et comment on va faire pour les mettre dans les bonnes cases, quoi. Et donc on a plutôt intérêt à s'y adapter, parce qu'eux aussi, ils ont aussi cette exigence par rapport. Enfin voilà, on connaît des tas de jeunes qui ont fait des grandes études et qui vont après faire un CAP boulangerie, ou qui vont aller partir en Australie faire du woofing, ou voilà. Et c'est pas maintenant. Enfin, souvent, on a l'impression que c'est pas fantasque pour dire j'en ai marre, je laisse tout tomber. Ils savent très bien ce qu'on attend d'eux. Ils se disent moi là, je veux découvrir ça et je veux faire autrement, quoi. Merci pour cette intervention. Alors, je vais tourner vers les intervenants. On est sur les deux sujets, comment l'orientation accompagne à la fois les aspirations nouvelles et en même temps l'évolution même du monde de l'entreprise, ou son absence d'évolution de prise en compte. Comment ce travail se fait, entreprise, formation, orientation,
qui souhaite intervenir en premier. Là aussi, c'est comme la salle, hein, donc vraiment, c'est Madame la rectrice, je vous en prie. Merci beaucoup. Je veux bien me lancer parce que j'aime beaucoup cette entrée en matière. Pour moi, c'est celle de l'émetteur et du récepteur. Et en fait, on se disait, tu disais les deux, mon général, c'est un peu ça quand même. Parce que, alors, on ne peut pas changer, attendons de voir sur certains points. Je pense qu'il y a de l'espoir sur certaines choses. Alors, effectivement, l'émetteur, comment... tout à l'heure, on évoquait, j'étais dans un lycée professionnel ce matin, une formation autour de la chimie, mais dont l'intitulé est incompréhensible, première chose, et comporte même des choses qui n'existent plus sur le papier carton. C'est PE, SPC ou un nom comme ça, enfin bon. Donc, il y a quand même la question de donner à voir, et notamment de la part, parce qu'ici, on n'a pas, je ne sais pas s'il y a des entreprises, mais le monde professionnel doit donner à voir, et notamment comment il s'engage en RSE, comment en effet l'emploi est compatible avec une vie de famille, quelle est la part du télétravail. Donc, il y a quand même une partie des choses à donner à voir assez vite dans les choix qu'on va opérer. Donc ça, c'est la question de l'émetteur, bon, sans parler du fait que, par ailleurs, il faut que l'émetteur puisse s'adresser à tous les publics, dans tous les territoires, pour parler de toutes les formations, tous les métiers. Et puis, il y a la question du récepteur, et c'est là que je nuance un peu, on ne peut pas les changer. Je prends l'exemple du programme de formation qui est en train de se déployer à partir de projets de recherche, qui est Profane Transfert, où on voit bien quand même que il a été démontré par le grand programme de recherche Profane de la mission Monteil, financé par le secrétariat général pour les investissements, qu'il y a quand même des pratiques, et ça a été comparé par des tirages au sort, etc., qui peuvent modifier le développement de certaines compétences sociales indispensables à évoluer dans une horizontalisation du monde professionnel, dans la dimension du collectif, de l'autonomie de décision, des compétences numériques, etc. Donc, j'allais dire, ça pose des questions abyssales, ce que vous indiquez, mais qui sont vraiment, à mon avis, celles d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas détailler plus parce qu'il y a d'autres intervenants, mais je trouve que c'est une... Et quand ma collègue a évoqué ce matin, dans son introduction, Bénédicte Robert, pour la rectrice de Poitiers, la question de la pédagogie de l'orientation, sur cette deuxième partie, on est quand même dedans. Y compris d'ailleurs en classe, comment on évalue les élèves va contribuer au développement des compétences psychosociales, etc. Donc là, on est dans un sujet où quand même en classe, on peut contribuer indirectement à l'orientation. Merci Madame la rectrice. D'autres... Donc je suis optimiste, vous avez compris. Voilà, donc oui. Alors, je vous en prie. Je veux bien répondre, même si on pourra en parler plus tard, Louise. Mais je voudrais juste faire une remarque. Il y a quelques années, j'étais professeur de gestion des ressources humaines et j'ai eu beaucoup de DRH qui sont venus nous voir. Et quand je dis il y a quelques années, c'était il y a 20 ans, en disant on ne comprend plus rien aux jeunes. Faites de la recherche, essayez de nous expliquer comment ils fonctionnent, parce que vos jeunes diplômés, ce n'est pas les mêmes qu'hier. Et c'est vrai qu'en tant que prof, je les ai vus changer. Je les ai vus passer du costume-cravate où ils étaient en compétition pour aller dans des grands groupes, pour se mettre à créer des entreprises, et quand la mode est devenue celle des startups. Aujourd'hui, il y a des tendances qui montrent, qui sont en train de rechanger pour les grandes entreprises, parce que finalement, dans les startups, on ne s'occupe pas si bien que ça d'eux. Et derrière le rêve de devenir riche à 30 ans, il y a aussi la réalité de conditions de travail qui sont parfois un peu difficiles. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que bien sûr qu'il faut écouter les aspirations des jeunes, mais les jeunes ont toujours été jeunes. C'est bien la particularité de nos métiers. Les jeunes ont toujours été jeunes, et je ne vais pas vous rappeler pourquoi Socrate a été condamné à boire la ciguë, mais c'était à peu près la même situation au 5e siècle avant notre ère. Donc la question qui se pose, c'est comment nous, les moins jeunes, il ne faut jamais faire de remarques sur l'âge, donc je dis juste les moins jeunes que les jeunes dont on parle, pouvons les aider, alors en partie par la formation effectivement, pouvons les aider à, quelle que soit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, d'un point de vue de société ou d'un point de vue économique, à se positionner par rapport à ça et à faire leur choix. Et notre rôle est bien un rôle éducatif. Et je pense que c'est important de parler d'éducation et de formation, parce que l'orientation, c'est un mot valise qu'on confond avec plein de choses. Et je pense qu'il faut parler d'éducation. L'orientation, ça fait partie
intégrante de l'éducation. Et donc, la question peut-être très difficile aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que alors c'est pas une impression, on sait qu'il y a une accélération des transformations. Dans le référentiel des compétences à s'orienter, on a discuté pendant des jours et des jours sur est-ce qu'il fallait les inquiéter en mettant ou pas un monde incertain, s'orienter dans un monde incertain. Bah oui, il est incertain, il est probablement plus incertain qu'avant. Il n'empêche qu'on a quand même un rôle à jouer malgré l'incertitude. Et il faut les écouter. Merci beaucoup. Une dernière intervention peut-être sur cette question pour qu'on puisse rebondir en salle également. Jean-Louis Lambrini, monsieur le vice-président. Non, mais alors je suis tout à fait d'accord. Quand on est d'accord, c'est pas la peine de développer à nouveau. Je crois qu'on est dans un processus éducatif. Revenons à l'étymologie. Éducatif, quand on a des jeunes, ils ont des rêves. Ces rêves sont différents selon les périodes. Les rythmes d'évolution des rêves suivent le rythme de la société, c'est évident. Mais en même temps, on est à l'école, c'est l'éducation. Autrement dit, l'école conduit vers éducaré, n'est-ce pas ? Conduit vers des objectifs, vers des contenus, etc. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Si on ne tient pas ce discours, alors on ne sert plus à rien. On essaie d'adapter la jeunesse, le discours de la jeunesse. On est des entremetteurs entre le monde du travail et le monde de la jeunesse. Et c'est pas ça. Hein ? Alors, c'est pas le conseiller régional qui parle. Là, c'est plutôt l'éducateur, depuis toujours. Et le républicain, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'ascenseur social sans école. C'est encore un sujet. Puis deuxièmement, je constate une chose, mon cher Christophe. Vous nous avez interrogé sur le monde du travail. Vous n'avez pas prononcé le mot entreprise. Et la conversation a dérivé sur l'entreprise. C'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Et d'ailleurs, souvent, quand on discute avec des chefs d'entreprise, ils disent « Attendez, le travail, on va se débrouiller. Le contact avec la machine, l'évolution du métier, tout ça, on sait faire. Nous, ce qu'on veut, c'est des jeunes qui portent des valeurs qui leur permettent de comprendre le passage au monde adulte, c'est-à-dire au monde de l'entreprise, de la responsabilité. Ma chère Karine, tu vois, directement, on en parle à demi-mot quand on s'ennuie en conseil régional. Ça n'arrive jamais, mais voilà. Et de fait, ce sont des choses très, très différentes. Alors souvent, quand on parle d'orientation, il y a une ambiguïté. On dit, mais il faut une orientation adéquationniste. Ce que disent les patrons qui veulent embaucher. On ne peut pas leur en vouloir. Ils veulent que leur entreprise tourne. Si elle ne tourne pas, il n'y a pas de boulot. Et s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de service public. Il faut aller jusqu'au bout. Alors moi, je veux sortir de ce débat. Mais tout de suite, on entre dans le travail. Quel travail ? Le service d'aide à la personne, eh bien, il faut dire ce que c'est. Ce n'est pas la puériculture, n'est-ce pas ? Si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? C'est s'occuper de ceux dont je vais faire partie bientôt. Hein ? Voilà. Mais c'est vrai. C'est le travail, ça. C'est le travail. Et voilà. Et l'entreprise, c'est encore autre chose. Hein ? C'est une vie collective, c'est un rythme, etc. Donc, voilà. Donc, l'éducation, oui. Hein ? Il faut tenir bon là-dessus. Il faut tenir bon là-dessus. Voilà. Bon. Et puis, cette différence, on a à se mettre ça dans la tête. Quand parle-t-on du travail ? Quand parle-t-on de l'entreprise ? Voilà. Monsieur le Président de Cap Métier, les mots vous lui brûlent les lèvres. Voilà, je veux dire un tout petit mot qui allait dans le sens de ce qui venait d'être dit, sur le sens de l'éducation, orientation. Il ne faut pas que l'orientation prenne le pas sur l'éducation. C'est ça le risque. C'est que, bon, voilà, il y a des demandes qui sont importantes, les entreprises ont des demandes. De même que tout à l'heure Thierry Berthet le disait, il ne faut pas que l'emploi l'emporte sur le travail. Donc aux jeunes, il faut effectivement leur donner le temps de l'éducation. Je me méfie toujours d'une logique d'orientation qui consiste à arriver trop tôt. Alors je sais bien qu'on peut faire l'orientation au long cours, on a du temps pour le faire, et que ça n'empêche pas de commencer à en parler au collège, bien évidemment. Hein. Mais il faut faire attention de ne pas avoir ce phénomène d'un peu d'anticipation rapide. Et de même, les jeunes, si on veut il faut que les entreprises leur parlent de travail, plus que d'emploi. Alors je comprends bien, elles ont un problème d'emploi. Donc, mais il faut qu'elle parle de travail. Voilà, c'est dans le sens de ce que vous voulez dire. Tout le monde a dit, c'était pour mettre mon grain de sel, mais pour rien en fait. Monsieur le Président, le sel était maritime et on aime le sel maritime. Merci beaucoup. Je vous propose de repartir vers la salle. On a prononcé emploi, travail, orientation, éducation. On n'a pas dit encore métier, mais ça viendra peut-être un peu plus loin. Alors, cette première question, des réactions sur les réponses ou de prolongement sur la question. On a évoqué l'adéquationnisme. Voilà. Donc, monsieur. Je vous en prie, je vous propose de vous présenter, bien sûr. Moi, je m'appelle Nano, je suis directeur de CIO, psychologue d'éducation nationale.
Donc l'éducation à l'orientation, ça a été une phase historique du développement de l'orientation. En France, hein, ça existait. Hein. Donc éducation à l'orientation, il y a une méthodologie empirique, etc., etc. Par contre, moi j'ai une question. L'orientation, il n'y a pas d'abord le mot information. Je pose la question à la salle aussi, parce qu'on est plusieurs collègues à parler de ça. Et avec les réformes des régions, grandes régions, même avant, hein, ça posait déjà pas mal de questions. Comment nos politiques, parce que je crois qu'on peut poser ce genre de questions des politiques, vous allez faire évoluer la structuration de l'information et comment l'amener à toute la famille de manière claire, précise. Non mais, parce que, le gros problème aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Même le traitement d'information sur des sujets plus violents aujourd'hui, regardez bien comment ça se fait, mais je voulais savoir comment aujourd'hui les politiques comptent faire, parce que c'est quand même un challenge, d'amener l'information à tout le monde de manière structurée, claire, précise, en fait démocratique en fait. Ah, c'est un peu une question que je pose. Peut-être que la salle aussi a eu des expériences diverses et variées sur... Voilà, c'était ma question. Merci pour cette question importante, essentielle, monsieur le vice-président. En premier lieu, mais je vous laisse prendre le micro. Je vous en prie. Mais avec un micro, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est automatique. Alors, c'est automatique. Alors, la forme de votre question m'interroge. Comment, vous, les politiques, vous allez faire? Mais vous, comment allez-vous faire, monsieur le professionnel de l'orientation? C'est ça le sujet. Non mais, attendez, on est là pour construire ensemble. J'ai dit ce matin qu'on était tous égaux, là, on est plus compétences pour faire avancer le sujet. Les politiques fixent des objectifs. Alors, par exemple, la loi de 2018 donne à la région quelques attributions, avec très peu de moyens que tu nous as laissés. Oui, 10 ETP. 10 ETP. Non, mais c'est l'évidence. On est chargé de faire de l'information sans moyens. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, mais avec qui faut-il travailler? Par exemple, avec des directeurs de CIO. En leur disant, si vous voulez qu'on soit meilleur sur notre territoire, il faut voir quelles sont nos compétences sur le territoire. Par exemple, le développement économique. Est-ce que les directeurs, directrices de CIO de la grande région Nouvelle-Aquitaine ont intérêt à savoir quelle est la politique de développement industriel de la région? Par parenthèse, la région de France qui a créé le plus d'emplois industriels dans les dernières années, par rapport à toutes les autres régions. Ça, c'est une donnée. Est-ce qu'il est important de voir ceci et de voir la structuration industrielle derrière? Moi, je dis oui, il faut qu'on se rapproche. C'est l'objectif de Sopro. Ensuite, quels moyens on déploie? Eh bien, les moyens qu'on déploie, c'est les moyens que l'on trouve, en particulier parmi les jeunes. On a mis en place un réseau d'un millier, aujourd'hui, d'ambassadeurs métiers. Ce sont des gens, ils ne portent pas le discours de la région. Ils portent le discours qui a été celui qui les a conduits à mener leurs rêves à exécution. Pourquoi ils ont choisi? Parce qu'il y a des loisirs, parce qu'ils sont dans une région qui leur plaît, parce que le métier leur plaît, parce que le travail leur plaît. Et ça, on veut qu'ils puissent aller le dire aux jeunes, par le truchement, par exemple, des CIO sur le territoire. Donc, comment on met ensemble nos forces pour réussir? Vous voyez, je ne vous parle pas évolution de structure. Je ne vous dis pas ce que je souhaiterais au nom de la décentralisation demain. Je n'ai pas prononcé le mot. Je n'ai pas prononcé le mot. Je n'en pense pas moins. Je ne l'ai pas prononcé. Pourquoi? Par respect pour vous, par respect pour tous ceux qui sont ici. Je me dis, à structure égale, comment on peut mieux servir nos jeunes et nos familles? Madame la rectrice? Oui, je voudrais prolonger avec finalement exactement la fin de ton propos. La question que vous posez n'est pas que structurelle. La question que vous posez, elle redémarre d'abord dans la maîtrise des savoirs fondamentaux. Elle redémarre... non mais je pense qu'il faut vraiment aussi voir la dimension du tri de l'information. Ça démarre quand même par là. Donc je reviens quand même à ce qui se passe dans les classes. Après, évidemment, vous posiez la question un peu sous un angle différent. Il y a la question de l'égalité des chances qui a été prononcée à plusieurs reprises déjà.
dans la salle et sur la tribune. Et effectivement, plus il y a d'informations, plus ce sujet d'égalité des chances et donc de travail avec les familles est essentiel. Donc, comment on travaille mieux avec les familles? On pourrait, plutôt que de le prendre en réponse structurelle, de voir cela. Et donc, d'où l'humain. On parlera tout à l'heure, je crois, des outils. Mais enfin bon, il y a quand même l'humain. Et je prends l'exemple, pour après peut-être le décliner un petit peu plus. On le voit vraiment, on en parlait hier avec le délégué régional académique Sébastien Fouchard, la question de Parcoursup. Plus il y a d'informations dans Parcoursup et plus on dit que c'est transparent, plus on s'y perd. En tout cas, certaines familles ou certains élèves s'y perdent. Donc, 2 questions. Pour les élèves qui sont quand même accompagnés et en classe et dans les établissements par les psychologues de l'éducation nationale ou dans les CIO, très clairement, on leur donne les outils pour. Donc, on revient aussi quand même sur la question de la curiosité, du sens de l'effort, d'aller regarder, de croire que, après tout, je vais quand même regarder tout, parce que ça peut me concerner. Donc, il y a quand même aussi le côté, j'ai des talents, j'ai confiance en moi. Donc, on retombe sur ces compétences transversales, malgré tout. Et puis, il y a aussi comment on a des temps où on peut expliquer aux familles. Parce que le stress de Parcoursup, si on explique bien aux familles, on voit quand même que c'est un outil hyper utile. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un des sujets, c'est comment, dans l'établissement, par des événements qui sont les salons, qui sont les nuits de l'orientation, qui sont les entretiens d'excellence, où il y a des ateliers dans la région académique qui expliquent très précisément les choses aux parents, comment finalement, on touche. Donc il y a la question de la proximité. Donc moi, je le vois vraiment sous l'angle des compétences du jeune, très large, très transversal, et sur le fait qu'effectivement, on a un angle mort, qui sont les familles les plus éloignées, parce que plus il y a de l'info, moins elles s'y retrouvent. Et donc pourtant, il faut cette info. J'ai pas donc là-dessus, j'avoue, j'ai pas complètement la réponse. Bon, il y a déjà des éléments là qui se posent. On a 2 interventions à venir. Corinne Lafitte et Sophie. Sophie, je te laisse. Sophie Robion pour la direction régionale de l'agriculture. Corinne, puis Frédéric Alexandre Bailly. Voilà. Alors je rejoins complètement ce qu'a dit Madame la rectrice sur le problème de la proximité. Et donc, après l'expérience de 6 années de fusion de Nouvelle-Aquitaine, au niveau de nos 3 territoires où était la DRAF, on renoue avec la proximité et avec l'échelle territoriale départementale. On s'aperçoit qu'il faut renouer des échanges avec les acteurs locaux. Donc, on retravaille, nous, sur des conventions départementales avec les DAZEN, avec les CIO, avec les IUNIO, pour recréer ce lien de proximité, refaire ce lien d'information qui nous paraît primordial. Merci Sophie. Corinne Lafitte, directrice de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas. Oui, ça y est, c'est ouvert. Oui, sur la question de l'information, j'ai envie de dire c'est un serpent de mer, on en parle depuis des années. Dans une ère où la donnée est ouverte et tout le monde peut s'emparer pour recomposer de l'information par rapport à des données qui circulent, c'est sûr que la compétence à discerner l'information est de plus en plus importante et prioritaire. Et on parle rarement de la distance à l'information, parce que pour une famille, selon l'environnement dans lequel on vit, selon ce qu'on vit au quotidien, y compris dans sa sphère professionnelle, on a une distance plus ou moins grande à l'information et cette capacité à la digérer. Moi, ça fait 22 ans que je travaille dans la formation professionnelle. Je venais pas de ce monde au début. Il m'a fallu au moins 5 ans pour tout comprendre. Et encore, je suis encore surprise tous les jours. On est quand même dans des mondes professionnels où il y a un nombre d'acronymes et de notions et une complexité qu'on crée nous-mêmes. Parfois, je me dis, les professionnels se mettent des bâtons, se font des croche-pieds tout seuls. Donc, et là, on voudrait que les jeunes et les familles s'y retrouvent mieux que nous. Alors déjà, interrogeons la capacité des professionnels qui sont autant de médiateurs à absorber de l'information, à avoir du discernement et à la travailler pour la livrer aux bénéficiaires finaux. Parce que moi, c'est un grand enjeu pour moi. Quand je me déplace sur les Cap Métiers Tours, on a un service sur les Cap Métiers Tours, on fait des ateliers des professionnels, on rassemble donc ceux qui travaillent en proximité. Et on voit qu'ils découvrent toutes ces compétences qui existent sur le territoire, à leur livrer de l'information, les outils qui existent déjà, parce que tout le monde essaie de faire son petit tableau Excel. Je vais sur Google, je rassemble 2-3 informations. Tiens, il y a un jeune, il a un projet, je vais chercher. Il y a déjà des tas d'outils qui existent. Donc, un des grands enjeux pour moi, c'est professionnaliser tous les médiateurs. Parce que c'est eux qui vont réduire la distance des familles et des jeunes par rapport à l'information.
Sinon, on mélange. Entre le média et l'information, on ne sait plus. C'est comme dans Twitter, qu'est-ce qui fait l'actualité? Est-ce que c'est le tweet ou est-ce que c'est le contenu du tweet? On ne sait plus. Donc, on a une grande responsabilité et Cap Métier a une responsabilité qu'elle essaie d'opérer. On parlait avec Madame la rectrice des portraits de territoire qu'on fait. On essaie de porter cette information et il faut qu'on investisse là-dessus. Je crois beaucoup à ça. Vous outiller en tant que professionnel pour ne pas vous laisser seul face aux questions des familles. Merci Corinne. Madame la déléguée nationale de l'ONICEP, pardon, Frédéric Alexandre. Merci. Une des choses qu'on essaye de faire avec Avenir, c'est d'apporter à la fois aux élèves et à leurs parents, mais aussi aux accompagnateurs de l'orientation, des informations au bon moment et au bon niveau dont ils peuvent avoir besoin. Alors, c'est pas simple parce que on manque beaucoup de résultats de recherche sur toute une série de questions. Par exemple, on parlait de présenter la réalité des métiers. À quel moment se trouve un jeune et à quel moment il va falloir lui en dire plus ou moins sur un métier pour ne pas le dégoûter complètement par des choses sur lesquelles il va s'accrocher à un moment donné et plus du tout à un autre moment. J'ai vu par exemple, j'ai eu des témoignages, j'étais visiter un lycée agricole en Normandie et j'ai un témoignage extraordinaire d'une jeune fille qui disait à quel moment elle s'était rendue compte qu'en faisant sa formation d'aide à la personne, elle avait décidé de s'occuper des personnes âgées alors qu'elle pensait s'occuper des jeunes au début, mais que d'un seul coup elle avait compris que c'était ça qui l'intéressait. On leur aurait expliqué que c'était ça l'aide à la personne 2 ans avant, elle n'y aurait pas été. Donc on manque de résultats là-dessus. Et c'est un peu complexe d'avancer, mais on avance aussi là-dessus. Mais ce qu'on va faire avec Avenir, c'est déjà de faire en sorte de ne pas noyer sous l'information et d'apporter, alors je fais un peu la transition avec le deuxième sujet sur la personnalisation et peut-être avec celui sur les outils technologiques, mais d'apporter l'information au bon moment, quand le jeune est en train de la chercher et par rapport au type de problématique qu'il a. Donc, pour faire ça, on construit les choses progressivement, on regarde comment les jeunes réagissent, on essaye de s'adapter parce que très souvent on se trompe dans les étapes de conception. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il reste la question de la médiation qui est entière. Et la question de la médiation, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler tous ensemble. Je t'ai entendu 2 fois aujourd'hui dire, Jean-Louis, qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble et qu'on articule. Alors, on veut articuler cette information avec l'information qui est de la compétence de la région, et on y travaille ensemble de façon à ce qu'il n'y ait pas 150 endroits où les jeunes vont aller chercher l'information, mais qu'ils puissent trouver sur des sortes de guichets numériques uniques les informations dont ils ont besoin. Et puis, derrière, il faut que l'ensemble des accompagnateurs puissent les aider où qu'ils soient. Et là, par rapport à ça, on doit travailler avec les directeurs de CIO, ce qu'on est en train de commencer à faire aussi dans le déroulé du programme, mais il faut aussi travailler avec les conseillers dans les missions locales, aussi avec les structures qui existent dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a un énorme travail d'articulation et de collaboration pour faire en sorte que l'information puisse être repérée au bon moment par la personne qui est là. Et c'est très compliqué. Et ce que tu disais, Corinne, tout à l'heure aussi est très juste, c'est que si on ne partage pas la même langue, on ne peut pas intervenir au bon moment par rapport à une information qui ne va pas être exprimée de la même façon. Merci. Je vous propose qu'à ce stade, on est en train d'enchaîner. On est parti du monde de l'entreprise, le travail, ce qui bouge. On a dit travail, entreprise. On est revenu sur les aspirations des jeunes. On a parlé de territoire, accès à l'information, notamment pour les plus éloignés, monsieur, comme vous le suggériez. La question qui est introduite, qui est celle, effectivement, le côté personnalisation du parcours, cette idée d'avoir quelque chose à la carte et à la mesure, et en même temps le côté participatif que l'on souhaite pour qu'il y ait un engagement, comme l'exemple qui a été pris sur l'aide à la personne, où le déclic, ça a été plutôt la confrontation réelle qui fait mûrir le choix. Et dans ce cadre, la gamme d'outils, notamment le rôle des nouvelles technologies, quelles sont vos réflexions, quels sont vos questionnements, ce qui n'empêche pas de poursuivre les échanges qui ont été ouverts, notamment le dernier, voilà, sur ces sujets. Personnaliser le parcours, adapter, rendre acteurs les personnes qui sont en phase d'orientation, les plus jeunes comme ceux qui sont en orientation professionnelle, rôle des technologies, accès à l'information. Voilà, quels sont vos questionnements, vos questions aux intervenants ou vos contributions au débat. N'hésitez pas. Faut pas avoir peur. Hein.
madame. Merci. Ségolène. Et puis s'il y en a qui n'osent pas prendre la parole en public, ce qu'on peut évidemment comprendre, n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous amène un papier, un crayon et poser vos questions. Je relayerai ça avec plaisir. Merci. Moi, c'était justement sur la nouvelle technologie. De vous présenter, oui, s'il vous bien plaît. sûr. Merci. Excusez-moi. Ségolène Bunel, responsable Nouvelle-Aquitaine de l'association Article 1. Justement sur ces sujets-là, nous, on a à la fois investi sur le côté proximité, puisqu'on intervient en classe, en lycée, mais également sur la digitalisation. Donc, en effet, sur l'option... Bon, j'espère que mon micro ne va pas... Contre le menton. En général, ça marche bien. D'accord. Que ce soit sur l'orientation, même le mentorat qui a été mentionné à la conférence précédente, on essaie d'investir beaucoup sur ce sujet-là. Déjà, ça veut dire que forcément, en interne, il faut investir sur des personnes qui ont ces compétences-là, j'ai envie de dire. Donc ça nous amène un peu à développer une autre expertise, des personnes qui sont data développeurs. Donc il y a déjà cet enjeu. Et par ailleurs, on le voit par exemple sur nos plateformes, déjà il y a un enjeu à pas seulement faire venir, mais faire revenir. Et surtout dans une culture de spontanéité quand même liée aujourd'hui à l'époque qu'on vit, comment finalement on arrive à créer une sorte d'automatisme que les gens reviennent, ils ne viennent pas juste une fois chercher l'information, mais ils suivent un parcours. Donc j'avais envie de vous interroger sur cette notion-là, la culture de la spontanéité et comment on crée un vrai réengagement dans la durée. Alors, comment on tire l'attention et comment on fidélise les gens qui travaillent sur l'orientation? C'est un sujet pour les spécialistes. Je regarde le dry Holt là-bas du coin de l'œil. Mais c'est un vrai sujet, Madame la rectrice. Alors, j'ai l'habitude d'être un peu lourde, donc allez, j'y vais. Et je pense vraiment, nous sommes dans un salon de professionnels de l'orientation. Donc, effectivement, les questions... Je redis bien, c'est des questions que vous avez qui sont absolument essentielles dans finalement un cycle, un parcours, un cycle de vie finalement du jeune. Je pense que ce qui peut être fructueux, qui va naître de ce type de séminaire très dense, j'ai vu les intitulés des ateliers, et puis d'autres qui suivront, il y a un truc à pas oublier, c'est la porosité avec les professeurs qui exercent en classe et qui exercent dans l'enseignement supérieur. C'est absolument fondamental. Alors ça peut paraître une porte ouverte énorme, mais c'est essentiel de ne pas le perdre de vue, parce que sinon, vous allez très bien faire, mais comme vous l'avez par exemple dit, ça va être un coup, une fois de temps en temps. Alors que si, c'est un peu comme la formation, si vous... il y a ce temps avec les spécialistes, j'allais dire, et puis qu'on réinvestit, et puis qu'on revient, parce que derrière, on est accompagné dans le développement de sa curiosité, de sa confiance en soi, etc. Donc je me permets quand même de le dire aussi, c'est juste pour qu'on l'oublie pas. Mais c'est pas la réponse à la question posée complètement. Mais c'est parce qu'en écoutant tout ce qui se dit, je ne pense qu'à ça aussi. Et je crois que dans son introduction, on s'était concerté avec Bénédicte Robert ce matin. Elle a bien dit, cette question de la pédagogie, ne l'oublions jamais, jamais, jamais. Et ça n'empêche pas le reste. Très bien. Nous sommes dans un continuum avec l'éducation, l'information, l'orientation. En proximité des territoires, on l'a dit tout à l'heure, Sophie Robion disait que la DRAF se recentrait sur la notion de département pour la bonne identification des acteurs. Sur ces réflexions-là, comment avoir une orientation alors, plus fidélisée, c'est-à-dire avec plus d'action, vous l'avez dit madame tout à l'heure, c'est pour pouvoir suivre une logique de parcours, quel est l'enjeu? Je vais réussir à être plus lourde que toi, tu vas voir. On était encore dans un atelier hier avec la trentaine d'associations avec lesquelles on travaille aujourd'hui pour installer un travail collaboratif entre les associations qui font un travail extraordinaire sur l'orientation depuis des années et puis le programme à venir qu'on est en train d'installer. L'une des idées qu'on a, c'est de faire en sorte qu'avec le portfolio qui sera sur le compte de chaque élève à partir de la 5e et jusqu'à l'insertion pro, il puisse y avoir cette continuité qui s'installe. Et avec ce langage partagé dont je parlais tout à l'heure, que quand vous arrivez pour une intervention
dans une classe, vous venez faire un atelier, vous savez comment ça fonctionne, ce portfolio, on partage le vocabulaire, on le construit ensemble, on va signer une charte à la fin du mois, et les jeunes peuvent immédiatement comprendre à quoi va leur servir cet atelier par rapport à là où ils en sont, et vont pouvoir inscrire les résultats de l'atelier dans le portfolio. Le résultat qu'on a eu de la première réunion qu'on a fait avec les assos, c'était de dire, et on n'y avait pas pensé, on l'a construit ensemble, c'était de dire les associations doivent être aussi des usagères de la plateforme. C'est-à-dire que ça doit être cet outil de continuité. Et moi, j'ai entendu ce que vous disiez sur la continuité de deux oreilles différentes, et je me permets de faire une interprétation un peu sauvage. Il y a la continuité pour le jeune, mais il y a aussi la continuité pour tous les intervenants. Et je me disais, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est ce travail d'articulation entre différents acteurs qui ont des compétences complémentaires. Certaines sont pensées par la loi de 2018, d'autres sont pensées par des lois qui existent depuis bien plus longtemps, et la compétence avec les associations est particulière, mais il y a aussi très probablement des entreprises dans la salle qui font de l'orientation. Je ne parle pas des entreprises comme destination finale de l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est aussi de faire communauté, au-delà d'un esprit de concurrence qu'on comprend bien parce qu'il y a une course au financement, mais de faire communauté autour de cette angoisse qui monte autour de l'orientation. Et je crois que ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est pas tant les attentes des jeunes par rapport au monde du travail, parce que ça évolue en permanence, c'est l'angoisse qu'il y a par rapport à l'énorme compétition perçue. Elle a toujours existé, mais elle est beaucoup plus perçue par tout le monde, et elle est manifestée par Parcoursup autour des choix d'orientation. Et cette angoisse-là, il faut la diminuer parce qu'elle est contre-performante pour 90% des jeunes. Je dis n'importe quoi comme chiffre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent de ça et qui probablement sont meilleurs, mais moi j'ai vu beaucoup de jeunes se tirer des balles dans le pied à cause de la pression, être moins bons que ce qu'ils étaient avant, par rapport à Parcoursup. Donc, il y a une histoire aussi de faire communauté tous les gens qui interviennent autour de l'orientation et autour des jeunes, parce que c'est un service public extraordinaire, qu'on soit dans le service public ou pas, et parce qu'on ressent ce besoin énorme de les accompagner à un moment qui est difficile pour eux, et où plus ils sont éloignés de l'enseignement supérieur parce que leurs parents n'y ont pas eu accès, ou qui sont les premiers ou très peu dans leur famille à y avoir eu accès, plus ils ont besoin d'être accompagnés et d'être rassurés et de retrouver une sérénité pour faire des choix dont ils doivent comprendre que ce n'est pas un choix qui va conditionner toute leur vie parce qu'ils vont se réorienter plein de fois, mais pour pouvoir être beaucoup plus tranquilles dans ce cheminement. Merci. Des compléments? Il y avait Sophie Robion, Pierre-Yves Duvoy, Jean-Louis Lambrini. Je voulais poser une question à Corinne, mais je lui ai posé par mail, ça va répondre. Non, je voulais dire, en fait, je vais peut-être dire une chose iconoclaste, mais c'est pas grave, c'est pour ça. En réalité, les problèmes d'information sur l'orientation se posent pour une partie qui n'est pas majoritaire, pas pour tout le monde, je veux dire, pas pour tous les élèves. De fait, il y a une partie des élèves qui sont parfaitement informés par leur famille, par différentes raisons, par leur famille, par leur milieu socio-éducatif, tout ce qu'on veut, milieu social, etc. Et tout. C'est pour ça qu'il faut sans doute concentrer vraiment complètement nos efforts sur les plus défavorisés. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les autres, mais presque. Non, je dis presque, vous enlevez presque, hein, évidemment. Donc c'est ça l'intérêt, parce qu'à vouloir faire une information sur le métier broadcast qui concerne tout le monde, on a une information qui touche tout le monde, mais les gens sont déjà informés pour beaucoup d'entre eux. Voilà, vous voyez le sens de ce que je veux dire, c'est un peu la provocation. Mais donc il faut peut-être se centrer sur les plus défavorisés et presque que sur eux, d'où l'importance du collège, par exemple. La question que je me pose avec Jean-Louis, c'est après tout, et après le collège, voilà. Et après le collège, enfin, pendant le collège et après le collège, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont complètement paumés et d'autres qui savent parfaitement bien ce qu'il veut faire. Je vous raconte une anecdote toute simple, que me raconte toujours un copain. Il a deux copains. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Quand il a demandé une institutrice à l'époque, je veux faire agriculteur. Pourquoi? Parce que mon père est agriculteur. Toi, tu veux faire quoi? Je veux faire polytechnicien. Pourquoi polytechnicien? Est-ce que tu sais ce que c'est polytechnicien? Non, je ne sais pas, mais mon papa est polytechnicien. Bon. On s'en fout du polytechnicien, je veux dire. Bon, laissons-le tomber. Enfin, j'exagère, hein, mettez ça entre guillemets. Et centrons-nous sur ceux qui en ont le plus besoin. Et je pense que là, il y a un enjeu absolument considérable qui reprend
auquel on est attaché évidemment, qui est la justice sociale, l'équité, etc. Et tout. Notre enjeu, on sait qu'on est un des pays, enfin parmi les plus inégalitaires. J'exagère un peu peut-être, sans doute, mais en tout cas, on est dans un pays où l'école reproduit pas mal d'inégalités. Donc il faut se centrer là-dessus. Corinne, il y avait une question sur... oui. Alors, est-ce qu'on sait combien de temps quelqu'un qui est accroché, c'est une question que tu as posée, est accroché par le système, combien de temps on le garde? Est-ce qu'on arrive à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on le perd? Ou est-ce qu'il y a une évaporation des contacts qui est très fort? Corinne, non? Après, on passera la parole à Sophie Robion et Jean-Louis Lambrini. Et il y a une question dans la salle après. Voilà. C'est compliqué comme réponse de savoir combien de temps on garde quelqu'un en contact et si on le perd. Ça, je ne sais pas répondre objectivement sur des grandes masses comme ça. Ce que je voulais juste répondre sur ce qu'a dit Frédéric, qui est assez intéressant, et ça répond à la question de technologie. Il faut faire attention au modèle, et pourtant c'est une ancienne informaticienne, mais hyper techno, parce qu'on se rend compte la techno va procéder par des règles qu'elle va imposer, et on va trouver du jeu dans les règles. Et moi, je suis assez... Aujourd'hui, des entreprises qui se montent avec des gens qui parfois sont financés sur des fonds publics, et ça me désole, et qui montent des algorithmes avec de l'intelligence artificielle pour que les jeunes ne répondent même plus à Parcoursup, mais des machines, enfin, parce que c'est un moteur d'inférence, l'intelligence artificielle, qui écrit des lettres de motivation. Mais je me dis, quand on voyait dans le référentiel des compétences à s'orienter être soi, ou voilà, je me demande qui est-on, quoi, si c'est ChatGPT qui écrit ma lettre de motivation. Donc, je me dis attention au tout techno, parce que ça embarque les gens dans des jeux qui font qu'il n'y a plus de personnalisation. On dit la personnalisation dans la techno, mais là on est en train de dépersonnaliser complètement et de se dire bon, allons, poussons la techno jusqu'à l'extrême. Et il y a des gens qui font de l'argent là-dessus. Alors c'est un nouveau métier, hein, mais on pourrait s'en réjouir. On développe un nouveau métier, donc un référentiel, sûrement métier. Mais bon, ça fait peur un peu. C'était bien notre troisième thème. Je vais laisser compléter Sophie Robion puis Jean-Louis Lambrini et on retourne à la salle. Voilà. Je voulais juste prendre un exemple pour répondre à la question qui était que les partenaires aussi peuvent travailler ensemble pour mettre en place des dispositifs pour accompagner les jeunes. C'est ce qu'on a fait là récemment avec le conseil régional. Comment est-ce que l'on travaille ensemble pour identifier et accompagner les jeunes qui ont des projets? Là, c'était des projets, jeunes qui ont le projet de devenir vétérinaires. Comment est-ce que face à un besoin de vétérinaire rural qu'on a ici, qu'on a des jeunes dans nos établissements qui ont ce projet, comment est-ce que des partenaires se sont mis ensemble pour fabriquer des dispositifs de rencontre entre des professionnels? Ces jeunes, on les a fait se rencontrer, on les a fait échanger, on a fait échanger avec des étudiants, et ce dispositif a été bâti ensemble. Et c'est ce partenariat qui est important à constituer, identifier ces poches, hein, puisque en fait, ce sont des micro-poches des futurs vétérinaires, et comment est-ce qu'on les accompagne et qu'on travaille ensemble au financement et à la mise en place de ces dispositifs, et comment on les reproduit dans les territoires. Donc là, je pense qu'on a plein de choses à développer ensemble. Merci. Monsieur le vice-président. Oui, je ne vais rien apporter de nouveau, mais si on doit faire progresser les choses, je pense qu'il y a eu un petit moment de convergence dans les discours. Lorsque Anne te dit, Madame la rectrice, qu'on trouve dans les enseignements et dans les programmes les qualités à développer, que ce soit, on l'a vu à travers un exemple ce matin donné par nos brillants intervenants de la première conférence. On a bien vu que dans les programmes de physique, si j'ai bonne mémoire, eh bien, on trouvait finalement les ingrédients de la réussite que l'on trouve dans les référentiels de la bonne information sur l'orientation. Donc ça, c'est une donnée très importante. Ce qui donne 100 fois raison à ce que dit Pierre-Yves. Celui qui réussit à l'école, au fond, il a les outils pour pouvoir ensuite les transposer dans les chemins de l'orientation. Et troisième conclusion, et c'était mon introduction de ce matin, si tout le monde l'a saisi en ce sens, occupons-nous de ceux qui sont au bas de l'échelle, pas les plus misérables, hein, c'est pas du misérabilisme. C'est toutes celles et ceux qui sont à un niveau social solide, qui aiment leurs enfants, qui font de leur avenir, qui s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants. La mère de famille habillée en jaune que je l'ai signalé ce matin, qui était sur les ronds-points, qui ne se préoccupait pas tellement du fait qu'elle allait moins souvent au restaurant à cause de la hausse du tarif
Non, mais qui se préoccupait de l'avenir de ces jeunes. Il y a là une bombe sociale, chers amis. Et tu as raison, mon cher Pierre-Yves. Occupons-nous de ces jeunes et saisissons-les au bon niveau, au collège, et en particulier au moment du risque de décrochage. Parce que si tu as raison, ma chère Anne, le décrochage est dramatique. Décrocher en maths, décrocher en français, c'est décrocher du projet d'orientation, puisqu'on n'aura pas les outils pour pouvoir construire son parcours. Au moment où on dit que les jeunes doivent construire leur parcours. Imaginez la contradiction profonde qu'il y a. Donc, intéressons-nous vraiment à ces jeunes. Et puis, on a dit personnaliser. Personnaliser, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a des voies pour ceux qui sont en échec. Ce matin, je discutais avec un chef d'entreprise, Monsieur Delavie. Monsieur Delavie, qui me disait que dans son entreprise hyper spécialisée, je ne sais pas s'il est dans la salle, Monsieur Delavie, mais il pourra le dire. Il est sur un autre atelier. Il pourra le dire mieux que moi. Il prenait des enfants, des jeunes, qui étaient en échec total, et il les mettait sur une spécialisation. La lutte contre le piratage informatique. Il est sur ces sujets. Il me disait, en 3-4 ans, j'amène des gens à un très haut niveau. Il m'a même dit niveau d'ingénieur. Pourquoi ? Parce qu'il a cultivé un talent que le jeune, et un rêve que le jeune n'avait pas pu porter à cause de ses échecs scolaires. Et c'est un peu la chose qu'on essaie de faire à l'Aérocampus, où on essaie... ou parce que c'est une formation d'excellence, souvent les organigrammes, enfin les machines, envoient de bons élèves vers les formations réputées difficiles. Et avec le précédent ministre et toi, on avait décidé de faire en sorte d'amener des jeunes en complet échec dans un système de formation pour voir si une personnalisation complète leur permettait de s'épanouir. Voilà. Je propose qu'on repasse à la salle et j'annonce les thèmes parce que le temps s'égrène. Et, on va parler de la question de l'évaluation, mais là on va respecter les questions de la salle. L'évaluation, comment on évalue, qu'est-ce qu'on veut évaluer, quels impacts, quel projet de société, pour terminer voilà, les 10 dernières minutes sur ce que seraient les défis en cours que nous aurions. Mais parole à la salle. Voilà, il y avait madame qui avait une question. Bonjour, Elisabeth Audran-Gangienne, directrice du CIO de Bayonne-Saint-Jean-de-Luz. Je voulais juste faire une réflexion plus qu'une question. On parle beaucoup des accompagnants au niveau de l'orientation. Ça a été évoqué là un petit peu davantage. Nous, la réflexion est de faire un peu plus la focale aussi sur les parents, qui peuvent être enseignants, qui peuvent être conseillers, qui peuvent être psychologues d'éducation nationale, qui peuvent être tout. Quand j'entends angoisse des enfants par rapport à l'enseignement supérieur, plus que Parcoursup, il faut parler plutôt enseignement supérieur que Parcoursup. C'est pas Parcoursup qui angoisse, c'est l'enseignement supérieur. Ne mélangeons pas tout. Voilà, faire une focale sur les parents, parce que c'est vrai que c'est dans toutes les études, et c'est assez bien montré, ce sont quand même les premiers prescripteurs au niveau de l'orientation. Ils accompagnent. C'est eux qui viennent aux conférences, quand on fait des conférences sur l'enseignement supérieur. C'est eux qu'on essaie de déplacer quand on veut les informer effectivement sur le parcours futur de leurs jeunes. C'est cela, et peut-être je vais aller dans le même sens de ce qui a été dit précédemment, c'est peut-être essayer de trouver des moyens, alors informatifs, toutes les procédures de personnalisation aussi, pour aller rechercher les familles qui sont les plus éloignées effectivement de l'information et de faire en sorte qu'elles puissent se l'approprier. Voilà. Merci madame. On rejoint une préoccupation de l'autre collègue directeur de CIO tout à l'heure de dire comment on touche les plus éloignés et ceux qui sont moins sur la... C'était pas le propos sur Parcoursup, mais c'était l'accès à l'information. Sur cette question, effectivement, de cet accès, est-ce qu'il y a des réactions de votre part voilà, je vous laisse réagir. Non, mais d'abord, effectivement, le sujet des familles, on y revient. On en parlait tout à l'heure, c'est essentiel, mais il y a famille et famille. Il y a des familles angoissées pour leurs enfants, mais qui en fait ont les clés. Et donc, je pense que là, de l'humain pour expliquer ce qui se passe normalement dans les établissements, on doit y arriver. Après, il y a les familles justement qui n'ont pas les clés. Donc ça, c'est un premier sujet. Et je ne suis pas forcément la meilleure pour répondre à ça, parce que je pense que vous-même, vous êtes des professionnels qui travaillez avec ces familles.
Par contre, moi, je voudrais aussi ajouter l'image que peut donner l'enseignement supérieur, et notamment la question de la réussite dans l'enseignement supérieur, c'est quoi? En fait, se tromper une première fois, ben, c'est très bien. Et ça, c'est très nouveau. On en parlait avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche il n'y a pas longtemps dans une réunion de recteurs. On lui disait, oui, ça c'est vrai que c'est très bien, parce que c'est nouveau qu'on reconnaisse des parcours qui ne sont pas linéaires non plus dans les études. Tout à l'heure, on a aussi parlé d'élèves qui pouvaient réussir en général et technologique, et puis qui finalement préféraient, se reconvertissaient quelques années après ou juste après dans des formations professionnelles où ils se réalisaient. Bon, donc on peut se tromper. Donc il y a l'image que nous donnons, la réflexion aux familles et aux élèves, on peut se tromper. Et donc d'ailleurs dans les entreprises, dans le monde professionnel, on peut aider quand on se trompe, mais dans l'enseignement supérieur aussi. Et donc notamment, c'est pour ça que je pense que tout à l'heure je parlais du lien avec les professeurs. Je pense qu'une étape 2 pourrait être d'associer des professeurs principaux à ce genre de séminaire. Et je pense aussi au SUP, parce que actuellement, par exemple, les universités, elles sont jugées sur la réussite en 3 ans de la licence. S'ils sont bien accompagnés en première année et qui sont, entre guillemets, en échec, mais que finalement on les accompagne à se réorienter, c'est un succès en fait. Donc on a toute une logique du système. Alors je suis désolée, je ne réponds pas exactement à ce que vous indiquez, mais je pense que le problème c'est que plus on creuse, plus c'est compliqué, mais plus c'est intéressant pour arriver à donner cette vision globale, y compris la notion de, entre guillemets, l'échec qui n'est pas un échec. Se trouver n'est pas un échec. Merci Madame la rectrice, vous faites parfaitement la liaison sur la question de l'évaluation. Vas-y. Je voulais prolonger ce que vient de dire Anne, avec laquelle je suis totalement d'accord. En réalité, mais vous savez mieux que nous, mais peut-être que les familles les plus angoissées, il y a 2 types d'angoisse, c'est ce qu'elle a dit effectivement. Les familles les plus angoissées sont celles qui sont éventuellement surinformées, donc du coup qu'elles se débrouillent au fond, enfin que se débrouillent, on peut les aider, elles vont trouver la solution à leurs angoisses, etc. Ou c'est pas, ça va. Mais il y a des familles qui sont pas assez angoissées, ou des étudiants qui n'ont pas compris tout à fait les enjeux du supérieur, comme tu viens de le dire, et on sait bien combien d'élèves qui ont un bac pro dans une discipline particulière avec un très bon niveau se disent je vais faire une licence en droit, quoi. Voilà. Alors c'est pas impossible, mais on sait que le taux d'échec est important. Donc voilà, l'enjeu c'est de se centrer sur ceux qui sont les plus éloignés de l'information, on l'a dit 50 fois. Mais c'est vrai que le niveau d'angoisse qu'on ressent à travers les reportages de télé, etc., et tout ça, c'est surtout sur les familles informées qui connaissent les journalistes. Au fond, ça n'a aucun intérêt, je veux dire. Enfin, voilà. Donc, en revanche, les autres, ceux qui ne parlent pas, il faudrait aller vers eux. Bon, je ne sais pas comment on les trouve, mais c'est vous qui les avez en clientèle, si j'ose dire. Voilà, au bon sens du terme. Merci, Monsieur le Président. On a une intervention supplémentaire dans la salle. Voilà. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour... Je vous laisse vous présenter. Hélène Simon, je travaille à la direction de l'orientation de la région Nouvelle-Aquitaine. On est tous d'accord ici pour dire qu'on va prioriser l'information vers ceux qui en ont le plus besoin. Et d'ailleurs, au début, à la direction, on s'est dit, c'est peut-être ceux des QPV, qui sont en QPV. Après, on s'est dit, oh non, là, il y a ceux des territoires ruraux. Au travers des expérimentations qu'on a fait, on voit que, notamment sur l'autocensure par rapport à la poursuite d'études, ceux qui étaient dans les territoires ruraux, ils en ont plus besoin. Et puis après, il y a bien sûr les élèves qui sont en difficulté. Mais quand on a fait les expérimentations au collège, on expérimentait des outils. On avait un certain nombre d'ateliers, il y avait des ambassadeurs d'autres ateliers, et on nous avait dit, là il y a un groupe d'élèves de SECPA, il va falloir aménager un petit peu. Et en fait, par rapport aux ateliers d'orientation qu'on a pu tester, les élèves de SECPA étaient beaucoup plus compétents, avaient déjà acquis des compétences que n'avaient pas leurs collègues qui n'étaient pas en SECPA, dans les échanges avec les ambassadeurs métiers, dans la prise en main de certains outils, et dans la découverte de... Et juste une dernière anecdote, quand on était guide sur les Olympiades des métiers, donc on accompagnait des groupes. Mon dernier groupe de la journée, on m'a dit, oh là là, on va vous prévenir, c'est un groupe difficile, c'est un groupe de l'EPID. Alors franchement, c'est le groupe avec lequel je me suis le plus régalée, parce qu'ils ont vraiment posé des questions systématiquement, j'ai pas eu besoin de solliciter, ils étaient déjà... Et quand on dit ceux qui en ont le plus besoin, effectivement, moi je pense qu'il y a un espèce de... C'est horrible le terme que je vais dire, mais il y a ceux qu'on a identifiés parce que très en zone rurale ou très en difficulté, ceux qu'on a identifiés comme très accompagnés par leur famille et très dans une dynamique de projet. Mais je pense qu'il doit y avoir un ventre mou de jeunes qui ne se font pas trop remarquer,
qui ne sont pas forcément faciles. Et je me dis que si on veut aller vers ces jeunes qui en ont le plus besoin, on ne peut le faire qu'avec le concours de l'établissement national et de leurs enseignants qui, eux, sont à même de les distinguer. Merci pour cette intervention. Je vous propose, ça mériterait une réaction. Damien, on va glisser sur les derniers thèmes. Mais Damien, juste un petit mot, parce que je vais apporter le micro, et puis pour prolonger ce que dit, parce que ça me permet, du coup, moi, de poser une question directement à Madame la rectrice. C'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte que les enseignants puissent venir, parce que ce sont quand même des médiateurs numéro 1 et qui font de la pédagogie et de la répétition, et on leur demande beaucoup de choses par rapport à la connaissance des métiers. Comment on peut inscrire Sopro dans le programme académique de formation pour faciliter la venue de ces enseignants? Voilà. Je suis désolé, je suis très pratique. La marinière est installée sur les épaules de Madame la rectrice, donc il y a déjà... Non, mais je renvoie vers notre délégué régional académique information, orientation, lutte contre le décrochage scolaire. Très bien, surtout le mercredi après-midi, il n'y a aucun problème. Merci Madame la rectrice. Je vous propose qu'on glisse sur le finish. On a touché du doigt un peu tous les thèmes. La question de savoir, sur la question de l'évaluation, si on avait plus réussi dans 2 ans, quand on se retrouve dans la 2e édition de Sopro, comment on pourrait l'évaluer? C'est quoi l'objet d'une réussite dans l'orientation? Un échec, vous l'avez dit Madame la rectrice en l'illustrant sur le SUP, peut être caractérisé par une vraie réussite, mais stigmatisé comme un échec dans la chambre d'enregistrement institutionnelle. De votre point de vue, cette question sur l'évaluation de l'orientation, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait réussi collectivement? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer là-dedans? On a entendu parler personnalisation. Quelle réflexion vous avez là-dessus? Puis on terminera par un tour de table sur les défis futurs. Alors, sur l'évaluation, des questions, des remarques, des interventions? Alors, il y en a 2. Il y a monsieur le... Ah, madame, je vous en prie. Puis après 2 autres. Je vous en prie, madame. Je vous laisse vous présenter. Oui. Lise Adré, directrice de la FEPT, porteuse de l'école de la 2e chance de Gironde. Donc, du coup, je vais, en suivant de ce qui a été dit par Hélène Simon sur la question des plus éloignés et notamment des invisibles. Ce qui m'interroge là dans les débats et dans les échanges qu'on a eus autour de la pédagogie de l'orientation, c'est toute la question en amont des prérequis, parce que souvent, ce qu'on constate, nous, sur l'école de la 2e chance et auprès des invisibles, c'est qu'il y a un tas d'empêchements, un tas d'éléments périphériques qui empêchent même d'entrer pour les jeunes dans cette démarche et dans cette réflexion, et comment on travaille les outils de diagnostic. Alors nous, on a effectivement toute une méthodologie autour, mais c'est vrai que de ce que j'ai entendu aujourd'hui, dans tout ce qui a été évoqué, c'est quelque part pour des jeunes qui ont déjà passé des étapes personnellement sur la connaissance de soi, ou sur des questions de santé, ou sur des questions de mobilité, et qui participent pour certains à se dire, nous souvent ce qu'on dit à l'école de la 2e chance, c'est que travailler son orientation, c'est la dernière étape du parcours qui peut durer 9 mois. Et sur les 8 premiers mois, on va travailler justement sur tout ce qui est sur le périphérique, que ce soit la remise à niveau, toutes les questions personnelles et individuelles ou sociales des jeunes. Donc cette prise en compte, à quel moment, comment... Merci pour votre intervention, parce que c'est bien le spectre de Sopro. C'est de dire, il y a tout le prisme, nous sommes tous là pour cela. Alors, je vais laisser réagir, mais effectivement, les freins périphériques, avant même d'être en capacité de se mettre acteur, quel est le sujet? Et là, je vois tout de suite que... Voilà, je laisse Frédéric Alexandre Bailly. Je vais vous renvoyer la balle. Non, parce que sur Avenir, on travaille vraiment avec des communautés d'usagers avec qui on essaye de réfléchir aux besoins spécifiques. Donc pour l'instant, on travaille avec l'aide sociale à l'enfance et on discute avec des jeunes et avec des éducateurs pour savoir de quoi ils ont besoin pour être capables de parler d'orientation, et notamment maintenant pour les jeunes majeurs qui ont un tout petit peu plus de temps, et avec plein de questions de biais spécifiques. Donc par exemple d'éducateurs qui disent non, toi tu n'auras pas le temps de faire des études, tu choisis les études courtes absolument, parce que sinon tu y arriveras pas, tu n'auras pas d'argent, etc. Bon. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de discuter sur les écoles de la 2e chance, comment vous pouvez travailler en amont, et ça va être progressif, c'est-à-dire si on réussit à installer Avenir dans tous les collèges, vous récupérerez
même au niveau de l'école de la deuxième chance, des gens qui ont déjà un tout petit peu travaillé la question de leurs différentes compétences à s'orienter, un peu de connaissance de soi, un peu d'autorisation à rêver, un peu de repérage de système de financement pour pouvoir aller là où on a envie d'aller, etc. Donc ça sera mieux. Mais en attendant, je pense que ça serait intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait appliquer avec vous, parce que nous on peut rien faire tout seul, ce qu'on est en train de faire avec les inspecteurs de physique, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on parle des compétences à s'orienter à l'intérieur des disciplines. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans votre pédagogie à vous, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire comprendre à des jeunes que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas la forme scolaire ou qu'ils ont décroché de la forme scolaire telle qu'elle existe qu'ils n'ont pas d'avenir. Parce que ça ne devrait pas avoir de rapport. Ça en a malheureusement, mais ça ne devrait pas. Merci pour ce premier retour. Sauf à ce qu'il y ait des compléments. Voilà, Madame la rectrice, puis après Pascal Cavite. Moi, je voulais simplement revenir sur un seul point, parce là, dans l'exemple qui a été pris ce matin où je n'étais pas, c'est au sein d'une discipline. Et dans mes propos, je pensais particulièrement à quelque chose qui était en train de beaucoup évoluer dans la classe au collège et au lycée, avec vraiment une révolution, y compris chez les corps d'inspection qui accompagnent, c'est la question de l'évaluation des élèves. On dit l'évaluation par compétence, mais derrière, c'est bien autre chose. C'est vraiment d'arriver à ce que l'élève s'auto-évalue, en fait. Et je pense qu'on aura fait beaucoup de progrès sur la capacité, à ce moment-là, à s'y retrouver sur l'orientation. C'est juste parce que, par rapport à ce que vous avez dit, je vois bien le profil et ce qu'il y avait dans les sous-titres, dans ce que vous disiez. Merci pour cette intervention qui permet d'élargir le spectre. Pascal Cavite, conseiller régional, délégué à l'orientation. Merci, monsieur le directeur. Alors, puisqu'on va parler d'évaluation, j'ai compris que c'était le bilan de la table ronde. Moi, je voulais dire qu'en fait, ce qui est intéressant, je pense, dans l'évaluation, c'est qu'on puisse évaluer la simplification. Alors, pas la simplification de l'orientation, puisque l'orientation, ça n'a jamais été simple, ça ne l'est pas et ça ne le sera jamais, de toute façon. On le dit depuis ce matin, c'est une rencontre entre des parcours personnels, de jeunes ou de moins jeunes, et puis des métiers qui ont des visages de plus en plus différents, des formations elles-mêmes qui ont des physionomies, des intitulés qui sont de plus en plus différents. Quand on dit à un jeune, est-ce que tu veux faire un CAP chaudronnier ou est-ce que tu veux travailler dans la filière nucléaire ou dans la filière énergétique, c'est pas la même approche du tout. Voilà. Et puis les acteurs sont nombreux, on est tous là des acteurs très différents, donc la simplification, elle viendra pas du processus d'orientation elle-même, mais par contre, c'est comment on peut simplifier les questions qui ont été posées, c'est-à-dire comment on peut évaluer la simplification de l'accès à l'information, de l'accès aux familles qui en ont le plus besoin, des territoires sur lesquels l'information est la plus éloignée. Voilà, c'est ça, je crois. Et si c'était simple, d'ailleurs, il n'y aurait pas de SOPRO, mon cher Christophe, on n'en aurait pas besoin. Et pourtant, Dieu sait si on en a besoin, et je pense qu'on va continuer à la faire pour plusieurs années. Mais voilà, c'est comment on peut, avec les différents acteurs que nous sommes, comment on peut arriver à simplifier ces accès-là qui aujourd'hui sont complexes. Enjeu de simplification, je ne sais pas si vous souhaitez... Bon, alors là. Par contre, il nous reste que vraiment quelques minutes parce qu'on a un petit programme derrière. Mais je vous en prie, monsieur le vice-président, je ne serai que le gardien du temple et mes parents remparts. Depuis que madame la rectrice, par ses propos de grande finesse, a dit qu'elle était lourde, j'ose plus m'exprimer parce que là, moi, je risque d'être encore plus lourd. Encore plus fin du coup. Oh, cher Pierre-Yves, heureusement, on a toujours travaillé à deux voix, je vois qu'on se supporte. Mais oui, le sujet est complexe et nos outils, et c'est effectivement ce qui nous rassemble, sont compliqués. Jean-Charles, je me souviens d'un échange récent quand tu étais encore en fonction et que tu travaillais sur un rapport sur le sujet. Alors, la complexité, c'est simple, territoire, mission locale, CIO, bureau information jeunesse, espaces régionaux d'information professionnelle. Et bien entendu, je ne fais référence qu'aux structures institutionnalisées. Puis il y a toutes les associations qui œuvrent, etc. C'est ça la complexité, chers amis. Alors, des décennies d'échecs auxquels j'ai contribué pour aboutir
à une simplification de structure nous a conduit à concevoir cet outil ici. Au fond, on voit bien qu'il n'y a aucune divergence. Et je suis très heureux. Tu viens de me glisser à l'oreille. Tu as mis le t-shirt région. Mais que ce soit une personne de la direction de l'orientation, de la région, qui est perçue en allant voir dans un collège, dans une SECPA, etc., les compétences que les professeurs avaient construites et qui servent l'objectif d'orientation. Ce qui prouve que nous portons tous ensemble ce souci. La convergence est facile. D'ailleurs, il n'y a aucun conflit. On le voit bien. Hein, il y a des approbations, il y a un rebond, hein, on se renvoie la balle, on essaie d'aller plus loin, etc. Alors, il va bien falloir un jour qu'on réfléchisse à ces questions. Peut-être créer des unités de lieu. Peut-être, quand ça fonctionne bien, qu'une des institutions dise bah, « c'est plus la peine que je sois là puisque les autres portent l'objectif ». Je ne sais pas comment il faut faire, mais je suis sûr qu'il faut faire quelque chose. Et pour s'adresser aux familles dont on parlait tout à l'heure, ben, il faut déjà être sorti de Polytechnique pour savoir ce que veulent dire tous ces acronymes, etc. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, un jour, il va falloir le penser. Et je suis sûr que si on concevait les évolutions structurelles dans notre pays, non pas en attendant que le politique sorte d'un programme électoral la réforme qui mettra tout le monde dans la rue et qui, une fois sur 100, réussira. J'ai en mémoire, et je ne suis pas le seul, l'échec de la grande tentative d'il y a une vingtaine d'années de décentraliser l'orientation. Tu te rappelles, Pierre-Yves ? Ça avait été, Jean-Charles, c'était terrible. Échec total, sujet bloqué pendant 10 ans. Donc ça, moi, j'en veux. Si on veut laisser une petite trace, que ce que nous construisons ensemble ici, et je suis heureux qu'il y ait des représentants d'autres régions, je suis heureux que Région de France soit présente là, parce que essayer de créer du consensus autour des objectifs, et puis faire remonter des expérimentations pour des évolutions structurelles. Et moi, au nom de la région, je réappelle les directrices et directeurs de CEO à venir travailler avec nous. Non pas pour être sous l'autorité d'eux. Moi, je m'en fiche de l'autorité qui vous pilote, qui vous paie. Par contre, je veux que vous puissiez tenir les objectifs que porte le Conseil régional, parce qu'ils sont légitimes. Parce que derrière, il y a de la démocratie aussi. Parce que derrière, il y a le souci de l'ascenseur social. Alors, il fallait bien que je le dise à un moment ou à un autre. C'était peut-être demain soir qu'il fallait dire ceci. Ben, c'est fait. Hein? Merci. Madame la rectrice. Une réaction très, très brève, parce qu'au fond, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les échanges, c'est qu'on est allé d'un côté sur cultiver la porosité finalement entre ce qui se passe en classe, sous divers angles, et ce qui va conduire à ces compétences et ces professionnels, enfin l'action des professionnels de l'orientation. Et en même temps, on a vu par le prisme des familles que c'est pas forcément dans les établissements qu'elles se sentent les plus prêtes, ouvertes, à l'aise, réceptives, et que ces tiers-lieux, il faut y réfléchir. Et je voulais juste citer, parce que je ne l'avais pas fait, les exemples que nous avons avec les cités éducatives, par exemple, où on travaille toute la continuité éducative et où je vois que sur d'autres sujets que l'orientation, les familles peuvent se sentir bien accueillies parce que ça démarre par le périscolaire ou par un autre espace, mais qui est dans le champ de l'action très collégiale. L'alliance éducative, c'est exactement ça. Et quand tu as parlé, moi je dis tiers-lieu, alliance éducative, mais on est bien sur cet esprit-là. Et ça peut peut-être être une belle piste sur sur le fameux récepteur que j'évoquais au début sur les familles. Merci. Pourquoi Madame pas. la rectrice. Nous arrivons au terme. Alors, on va prendre une intervention, bien sûr, d'une de nos grandes témoins, Chantal Villotas-Germain. Après, sur les défis futurs, ils ont commencé à être formulés là. Voilà, il y aura un petit tour de table final, mais bien sûr, les grands témoins, c'est leur maison pendant 2 jours. Merci. Madame Villotas-Germain. Merci. Alors effectivement, grand témoin, alors j'ai perdu mon autre grand témoin dirigeant. Il est là-bas.
Il a eu peur de toi, Chantal, mais il est là, il te surveille. Il est un peu plus loin. Ok. Donc, alors, je ne vais peut-être pas commencer à déjà dire ce que les grands témoins diront demain soir, mais moi, j'ai une double vie, tout bien, tout honneur, hein, puisque je suis première vice-présidente de Cap Métier, mais c'est peut-être pas d'ailleurs à ce nom-là que je vais prendre la parole, même si j'y suis, c'est bien parce que je représente le monde de l'entreprise, et c'est là où je voulais venir, parce que vous avez parlé de tiers-lieux. Dans ma vie, je suis accompagnatrice RH et RSE et j'accompagne les entreprises. Et on rigolait un petit peu au déjeuner parce qu'effectivement, moi j'ai un décodeur, puisque je vis beaucoup avec les gens de la région de Cap Métier, mais sinon on pourrait ne pas comprendre un certain nombre d'acronymes, un certain nombre de dispositifs. J'aurais tendance à dire où est le monde de l'entreprise à part nous deux. Où est le monde des DRH? Parce que orientation tout au long de la vie, c'est-à-dire que c'est pas que le premier job qui souvent dure pas longtemps, qui d'ailleurs parfois n'a rien à voir avec les études qui ont été faites. Et puis des échecs, il y en a tout au long de la vie. Moi, j'ai été une slasheuse, j'ai recommencé, voilà. Donc, s'il y avait une préconisation pour le futur, c'est dans ce tiers-lieu, il faut que l'entreprise soit là. Dans ce tiers-lieu, il faut que le DRH soit là. Sinon, on n'aura pas l'orientation tout au long de la vie. On aura l'orientation première. Donc, voilà. Alors, on développera demain. On a plein de choses à dire au niveau des témoins. Mais ça me semblait important parce que Sopro, on en a besoin, mais tous ensemble. Merci, Madame la grande témoin. Donc, il y a à nouveau Damien. Et après, on fait un petit tour de table et après, on clôt. Voilà. Alors, Monsieur Delavie, deuxième grand témoin. Très rapidement, donc, je ne peux pas me faire le représentant de tous les chefs d'entreprise, mais bon, je vais quand même donner ma vision des choses. Effectivement, ça manque un petit peu d'entreprise dans cet ADN du monde de l'orientation et de la formation. Je suis désolé, je suis arrivé en retard, donc désolé pour cette impolitesse, mais j'avais un débat passionné sur l'intégration de l'orientation et de la vision de l'entreprise dès le collège, donc c'était un thème intéressant. Dans la logique, effectivement, le pourvoyeur d'emploi, qui va être le réceptacle de l'ensemble du travail que vous allez accomplir, ce sont avant tout les chefs d'entreprise et les recruteurs. Nécessairement, nous, en tout cas pour ma paroisse, je me sens l'envie d'être beaucoup plus participatif et beaucoup plus intégré à ces modèles-là. Et à l'inverse, votre monde nous est complètement invisible. Vous n'existez pas dans notre sphère de vision. On ne connaît pas bien les dispositifs d'aide, on ne sait pas comment vous travaillez, et donc nos deux mondes ne se parlent pas assez, donc on va essayer d'y remédier, ce salon est fait pour ça, et les prochaines itérations, j'espère encore plus. Mais c'est assez incroyable pour un chef d'entreprise de se rendre compte de toute la masse de travail que vous engagez pour préparer nos futures générations, et nous qui les accueillons juste après, on ne sait rien. Donc, je veux pas être négatif. Le but, c'est qu'on travaille ensemble pour améliorer tout ça. Mais effectivement, ma vision est celle-là. Je pense qu'il ne faut pas également sous-estimer la capacité de formation des entreprises, ce que je ne vois pas du tout depuis ce matin. On prend, nous, des jeunes non diplômés, sans compétences établies dans un métier. On va les prendre par la main, on va les faire monter. On va en faire des ingénieurs sans diplôme. Mais moi, je peux vous dire que ce sont des ingénieurs. Et donc la logique, c'est aussi peut-être d'intégrer les notions de parcours professionnel et de formation, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Les évolutions générationnelles, vous le savez, hein, on n'aura plus un seul métier pendant 40 ans, ça c'est terminé. On a un changement aussi du prisme des salariés vis-à-vis du monde du travail et de l'employabilité, des changements de carrière, des changements de métier, des évolutions au sein même d'une entreprise ou entre plusieurs entreprises. Et tout ça, il faut qu'on le prenne tous ensemble en compte. Donc, on en est là. Le second grand témoin, merci. On est déjà en train de préempter demain et on va aborder les défis futurs pour clore, mais merci déjà de ces apports. Il y a des préconisations qui sont faites. On aura le grand témoin de la journée, M. Ringard, qui se prononcera tout à l'heure en fin de cycle de journée, mais il y a des éléments qui viennent. Je vous propose, pour respecter le timing, qu'on fasse une dernière prise de parole sur vos intervenants, s'il n'y a pas de frustration qui ne mériterait pas d'être satisfaite, pour pouvoir clore à peu près dans le timing. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si Sophie, tu veux démarrer sur défis futurs, sur les questions, ce que tu n'as pas pu exprimer au titre de la DRAF, d'enseignement agricole. C'est automatique. Pour le Sopro de demain, je vois que votre symbole, c'est un labyrinthe.
un labyrinthe de l'orientation et de l'information. C'est un labyrinthe. Et ce que je souhaite, c'est que le prochain SoPro, ce labyrinthe soit décloisonné, qu'on ait moins de cloisons, qu'on ait plus d'accès, plus de transparence, plus de partenariat. La place de l'entreprise, c'est important. Et c'est ce que je souhaite au prochain SoPro, qu'on puisse avoir effectivement plus de projets communs ensemble pour aider les jeunes. Merci, Sophie. Monsieur le Président. Merci. Moi, je vous dirais que l'information sur l'orientation, c'est une triangulation. C'est un triangle, dans un triangle, parce qu'il ne faut pas que ce soit un triangle des Bermudes, évidemment. Donc, un des premiers pôles, c'est les professionnels de l'orientation, voilà, dont des institutionnels et pas. Et il faut considérer que c'est une maison commune, comme aurait dit Gorbatchev à son époque, même si Gorbatchev, c'est pour les moins de 20 ans, ça ne peut dire pas grand-chose. Bref, c'est une maison commune. Donc, pour l'évolution de cette maison commune, des professionnels, tout à l'heure, Corinne a fixé, il a dit, il faut qu'on se mette d'accord pour avoir un langage, pour que ce qu'on émette soit le plus simple possible, le plus concis possible. Donc, voilà un objectif. Alors, immense, hein, évidemment. Du côté de Pôle du Triangle, qui est les entreprises, moi, j'ai connu un temps, encore une fois, excusez-moi, les moins de 20 ans, mais où l'entreprise, c'était le grand capital, on n'en parlait pas. C'est pas du tout dans le panorama, Jean-Louis, tu te souviens, on ne parlait pas. Quand un conseiller d'orientation parlait, un bon conseiller d'orientation ne parlait pas d'entreprise, Jean-Charles, sinon il était viré tout de suite, on virait personne. Mais c'était quand même la logique. Donc maintenant, ce pôle existe, il n'existe pas assez. Alors, du côté entreprise, on l'a dit, il faut que les entreprises communiquent mieux, parlent plus, on l'a dit, parlent autant de travail que d'emploi, se fassent mieux connaître. Peut-être, on disait tout à l'heure avec la rectrice madame la rectrice, qu'il fallait peut-être que dans Cas accueil davantage de stagiaires, que dans les préconisations du RSE, on reconnaisse mieux le fait qu'elles accueillent d'entreprises. C'est peut-être déjà le cas, accueil des stagiaires ou des apprenants, pourquoi pas, j'en sais rien. Bon, voilà. Il y a un travail à faire du côté des entreprises, elles-mêmes à mieux se faire connaître. Les jeunes sont ce qu'ils sont, ils ont changé, mais je crois qu'elles sont prêtes à le faire. La preuve, c'est que certaines entreprises prennent des jeunes qui sont un peu à l'abandon. Et du côté des élèves, il faut se centrer sur les élèves les plus en difficulté. Et moi, je fais une proposition, je ne sais pas, la prochaine fois, faites un SoPro ou un SO, je ne sais pas quoi, avec les collèges des ZEP, avec les profs principaux des ZEP. Voilà, parce que Madame la rectrice accepte désormais que les profs principaux viennent vers nous. Tu l'as dit, hein, c'est enregistré. Donc voilà, non, mais c'est ça. Mais ça serait intéressant de faire quelque chose, de le centrer sur ces élèves-là. Centrons-nous sur ces élèves-là. Faisons un point d'impact particulier des professionnels après le collège ZEP. Voilà, c'est un thème de colloque ou autre. Voilà, merci, Monsieur le Président. Les ruraux aussi, on l'a dit. Madame la rectrice. Oui, mais écoutez, moi d'abord, un grand merci au Conseil régional parce que c'est une initiative qui connaît un succès et qui est tout à fait stimulante. Donc peut-être les deux ou trois mots, allez, en deux et demi, la lisibilité, la simplicité et donc le lien avec les familles. Ça, c'est notre objet de travail fondamental. Et la dimension d'alliance. Alors, alliance éducative, moi, tout à l'heure, au début de propos, j'ai évoqué les entreprises. Donc, c'est vraiment dedans également. Et effectivement, ce qui a été dit par des intervenants, on vise tout au long de la vie. Et heureusement tout le monde aura maintenant des vies professionnelles variées. Et c'est formidable. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président. Oui, écoutez, pour moi, le défi du futur, c'est de continuer à faire ce qu'on a commencé à faire. Et aujourd'hui, ici, SoPro, échelle d'une région, n'oublions pas que les problèmes sont dans les territoires. Ce qu'on appelle le territoire, c'est-à-dire le territoire du lycée professionnel, le territoire de... Et, cher monsieur Delavie, nous avons déjà discuté sur le sujet. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein, et on a échangé pendant la conférence de ce matin. Nous avons initié un dispositif, cher Anne, qui s'appelle les conférences territoriales des métiers de l'orientation. C'était MO. Qu'est-ce qu'on fait? On en a fait une douzaine. 12 ou 11, je ne sais plus. Alors, on arrive à la 10e, Jean-Louis, mais on va accélérer. Je vous assure. Bon, je vous assure. Vous voyez l'ambition. Et puis, je suis un homme du Sud-Ouest, donc il y a toujours un peu d'exagération. Alors, simplement, de quoi il s'agit? Les mêmes que ceux qui sont ici sont invités sur un micro-territoire avec tous les chefs d'entreprise qui sont invités.
Et croyez-moi, la glace se brise. D'ailleurs, parfois, étonnamment. J'ai en tête une conférence territoriale où une très grosse entreprise nationale et le lycée professionnel à côté qui travaillait sur les mêmes sujets, je ne donne pas de précision parce que je ne veux pas aller plus loin, ne se connaissaient pas. Un lycée du bâtiment très proche d'une très grosse entreprise de charpente qui ne se connaissait pas. Donc ce que vous dites, c'est extrêmement important. Se connaître, se parler. Et du coup, mais Anne, tu vois évidemment de quoi je parle, le lycée professionnel est sorti du chemin du déclin. Il se reconvertit, il recrute des élèves alors que plus personne ne voulait y aller. Et parce qu'il y a un projet d'avenir. Et du coup, on sert les familles qui utilisent cet outil du lycée professionnel pour réussir, ascenseur social, emploi, etc. Donc, il faut continuer à travailler à cette échelle. Et c'est la raison qui explique mon propos de tout à l'heure. Ce n'est pas le désir d'exercer le pouvoir qu'exerce l'État et de le transférer aux régions. C'est tout simplement que la solution des problèmes, si elle repose sur de l'universel, l'éducation, les valeurs, la République, elle nécessite des solutions qui se construisent à l'échelle du territoire. Sortons de cette ambiguïté et de ce discours de la diversité opposée à l'universel. Ça supposerait une discussion très approfondie, mais je le dis pour nos chercheurs qui doivent tout traduire et puis en faire des propos plus construits que ce que je fais ici. Mais voilà, voilà ce que je voulais dire. Nous allons continuer à travailler à l'échelle du territoire. Je propose de conclure avec la dernière intervention. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre la dimension complémentaire. Tu as pris les échelles géographiques, je vais prendre les échelles de temps et revenir sur l'orientation tout au long de la vie. Pourquoi il y a de l'orientation tout au long de la vie aujourd'hui ? Parce qu'il y a effectivement nécessité de se former tout au long de la vie et que le citoyen lambda aujourd'hui, face à la possibilité, aux outils qu'il a pour se former, ne sait pas faire ses choix parce qu'il n'a pas été formé à ça. Et le grand pari qu'on a ensemble, c'est d'équiper chacun des jeunes de ce territoire de la capacité à s'orienter tout au long de sa vie en fonction d'un contexte qui bouge, mais aussi en fonction de lui-même qui va bouger, qui va évoluer. Et donc le poids est extrêmement lourd sur nos épaules parce qu'il faut essayer de les doter de compétences qui pourront remobiliser pour pouvoir se saisir des opportunités ou pour pouvoir renifler que l'emploi ne va pas trop bien dans leur secteur et qu'il vaut mieux qu'ils bougent avant de se retrouver dans une période de chômage long. Et donc vraiment les équiper mentalement des capacités à faire face aux évolutions qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et donc c'est ça l'enjeu qui nous rassemble et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse ensemble et c'est pour ça qu'il faut qu'on le construise au quotidien. Merci beaucoup. Il me reste à remercier tout le monde au titre de tous et simplement pour ma part d'avoir vu quelques mandats. Je sais que mon alter ego de l'éducation nationale doit maintenant trouver des solutions pour que les profs principaux soient dans la prochaine édition. Cher ami, c'est notre challenge.